Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, que faites-vous pour réduire vos risques d'infections respiratoires? D'infection respiratoire. Moi, je suis quelqu'un qui va tous les jours dehors, qui fait de l'aération dans la maison. Puis je me fais du sinus rince aussi parce que je me dis, ça commence tout le temps là puis ça finit là. Puis depuis que je fais ça, c'est correct. De faire attention quand on va à l'extérieur. Aussi, on peut se protéger du froid et du vent. Puis de faire attention aussi où il y a les foules. On peut porter des masques. Puis encore là, c'est toujours une précaution de se laver les mains puis de garder nos distances le plus possible. Là. Améliorer notre système immunitaire. Chez moi, en tout cas, j'ai des appareils pour filtrer l'air. Ouvrir des fenêtres, faire de l'exercice, marcher. Faire du cardio, on fait de l'exercice. Bien, déjà, je ne fume pas. Il faut savoir qu'une infection respiratoire est un combat, en fait, d'un pathogène qui a lieu sur un terrain qui devrait être complètement inhospitalier. En tant que tel, c'est un peu comme si on essayait de planter une graine dans le désert sans eau. Habituellement, les graines ne réussiraient pas à s'y développer. Le terrain réfère en santé intégrative beaucoup à tout l'environnement de la personne, tout ce qui fait en sorte que la facette de santé peut être avantagée ou désavantagée en tant que telle. Nous avons avantage à faire en sorte que notre terrain soit le plus possible invivable pour un pathogène, pour éviter donc de développer une infection. C'est ce qu'on va réussir à faire, entre autres, en maintenant notre système immunitaire, nos petits soldats du corps humain qui vont combattre, en fait, la présence d'un pathogène. Il vous est probablement tous déjà arrivé de tomber malade des suites d'une période difficile durant laquelle vous étiez soit épuisé ou soit terriblement stressé. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel? C'est que votre terrain était favorable à la présence d'un pathogène, à développer en tant que tel une maladie, parce que vos soldats, votre système immunitaire, étaient affectés, étaient épuisés. Pourtant, durant le Vox Pop, nous n'avons pas beaucoup entendu parler du fait d'être parfaitement reposé ou de faire attention, entre autres, au stress, qui sont des éléments extrêmement importants. Si vous doutez de l'impact possible, une étude récente qui vient tout juste d'être publiée par l'Université Harvard le 6 février 2023 souligne que dans le cas de la COVID, entre autres, les risques de développer la COVID longue, donc d'être affecté longtemps par les symptômes de la maladie, sont directement influencés par notre état de santé et nos habitudes de vie. Les habitudes de vie permettent de réduire de 49 % les risques de développer la COVID longue. Donc, un individu qui a des habitudes de vie parfaitement saines va bénéficier d'une réduction des risques de 49 % s'il est infecté par le SARS-CoV-2 de développer la COVID longue. Aujourd'hui, pour en parler, comme à l'habitude, j'accueille avec nous notre médecin de l'émission, Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Éric. Anne-Isabelle, pour parler d'infection respiratoire, il y en a une multitude de types, en fait. On pense souvent à 2-3 cas, mais il y en a plein. Ah oui, absolument. On peut décompter environ 200 virus qui peuvent être responsables des rhumes qu'on appelle communément. Alors, les rhinovirus, les coronavirus, les adénovirus, les symptômes sont divers, puis la plupart des adultes et évidemment des enfants en ont expérimenté plusieurs. Donc, les mal de gorge, la toux, douleur aux oreilles, le nez qui coule et différents symptômes dans la sphère ORL du genre. Pour un adulte, c'est normal d'avoir un bon rhume 2-3 fois par année. Pour un enfant, ça peut aller jusqu'à 7-8 fois facilement. Et les parents d'enfants d'âge préscolaire peuvent dire que leur enfant est malade à l'année longue. Hein? Tous les mois, il y a un rhume et il guérit à peine avant d'en attraper un autre. Donc, ça fait partie de la famille à un certain point. Oui, c'est une question d'être mis en contact. Exact. Alors, comme médecin, on est très fréquemment sollicité quand les gens ont un rhume. Parfois, ils viennent au sans rendez-vous pour s'assurer que tout va bien ou qu'ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. Donc, c'est très important de faire la différence auprès de la population
qu'un rhume qui est créé par un virus, ça ne se traite pas avec des antibiotiques. Alors, quand il y a une surinfection par une bactérie, c'est souvent sur un terrain de rhume qui va avoir évolué au bout de 5, 7 à 10 jours, où est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration et qu'il y a même une détérioration de l'état clinique plutôt que d'une amélioration qui est attendue au bout de 5 à 7 jours pour l'évolution d'un rhume normal. Là, il y a un point très important que tu viens de mentionner, c'est détérioration. Détérioration, tout à fait. Parce que le fait d'attraper un virus, c'est normal au début, dans les 3 premières journées, de faire de la fièvre, de ne pas être bien, d'avoir beaucoup de symptômes, puis la prise d'antibiotiques ne changera rien. C'est vraiment un virus avec une réactivité de notre système immunitaire qui est en train de le combattre. Puis si tout va bien, dans les jours subséquents, on va aller mieux. Par contre, s'il y a une détérioration et on allait bien et ensuite de ça, il y a eu une récidive de certains symptômes, là, on peut se questionner par rapport à la possibilité qu'il y ait eu une surinfection bactérienne qui ait une indication de traiter avec des antibiotiques à ce moment-là, donc sinusite bactérienne, des otites, des pneumonies, des choses comme ça. Et notre système immunitaire devrait nous aider. Notre système immunitaire est supposé nous aider. Donc, c'est tout à fait normal d'attraper des rhumes ou des virus quand on est confronté à quelqu'un qui peut avoir une infection. Par contre, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va rapidement se débarrasser de ce virus-là en 2 jours, alors que l'autre, ça va traîner une semaine, puis ça va virer en pneumonie bactérienne nécessitant des antibiotiques? Il faut comprendre la fonction du système immunitaire. Donc, je vous explique, il y a 2 volets très importants au système immunitaire. L'immunité innée, qui est l'immunité de la première ligne, donc nos cellules qui vont dépister le premier contact avec un virus qui pourrait aboutir dans nos voies respiratoires et qui va déclencher des séries de signaux chimiques pour aller avertir les autres cellules immunitaires de se déployer sur le site de l'infection pour ensuite combattre le virus auquel on a été exposé. La deuxième ligne de notre système immunitaire, c'est le système immunitaire acquis, donc qui va générer la production d'anticorps. Donc, une fois qu'on a décodé quel type de virus c'est et qu'on l'a déjà vu dans le passé, notre corps en garde une mémoire et va bâtir des anticorps qui vont attaquer ce pathogène-là. Je compare ça souvent avec, par exemple, le corps de police locale municipale quand il y a un criminel sur place. Donc, les policiers vont venir rapidement le neutraliser pour éviter qu'il fasse davantage de dommages. Alors que le FBI, lui, il va avoir enquêté bien longtemps sur lui. Il va se déplacer dans un deuxième temps pour finalement dire « oui, vous avez attrapé la mauvaise personne ». Alors, donc, le système immunitaire, on sait qu'il est grandement affecté par nos comportements. Et ça, c'est très bien documenté. On n'en a malheureusement pas assez parlé pendant le temps de la COVID-19, malheureusement, mais on sait que l'état nutritionnel a un très grand rôle à jouer dans la puissance du système immunitaire, donc des nutriments comme la vitamine C, le zinc, la vitamine D, qui sont des nutriments grandement utilisés par les cellules immunitaires pour faire leur travail. Les gens qui mangent pas bien ou qui mangent très transformés sont plus susceptibles d'avoir une déficience à ce niveau-là. Les gens qui vont très mal dormir, qui vont être très stressés ou qui vont avoir vraiment des mauvaises habitudes de vie, ça va affecter la puissance du système immunitaire pour combattre un virus en première ligne. Et ça risque justement d'amener plus de complications aussi, même chez les gens qui attrapent de quoi. Donc, c'est pas juste de l'attraper, c'est le fait de développer aussi par la suite la maladie. Exactement. Je l'ai vu moi-même en étant aux soins intensifs pendant bien longtemps. Hein. Donc, les gens qui étaient hospitalisés, intubés dans un état plutôt critique, c'était rarement, très rarement des jeunes en très bonne santé. C'était plutôt des personnes âgées qui avaient déjà des problèmes de santé chroniques, sous-jacents, qui prenaient beaucoup de médicaments, qui n'avaient pas des comportements sains pour leur santé et qui se sont ramassés dans une situation de complications, malheureusement. Important. Oui. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. C'est important d'en parler, justement. Donc, restez avec nous. Nous allons en discuter maintenant avec notre pharmacienne de l'émission, Anne-Émilie Dionne. Bonjour, Anne-Émilie. Bonjour, Éric. Anne-Émilie, les infections respiratoires, beaucoup de gens dans ta pratique doivent t'aborder, en fait, en te posant des questions au sujet des infections respiratoires. C'est évident. C'est évident, Éric. Ça fait partie, je pense, de 90 % de nos consultations en pharmacie. Moi, j'aborde toujours ça, en fait, en 2 volets avec les patients. Donc, le premier volet, c'est le volet en prévention, par l'adoption de bonnes mesures d'hygiène. Le deuxième volet, c'est peut-être de permettre à notre système immunitaire de se booster en quelque sorte, hein, donc par le biais de bonnes habitudes de vie, parfois de méthodes alternatives, de supplémentation si c'est nécessaire. Donc,
Évidemment, aujourd'hui, je vais mettre mon chapeau de pharmacienne, puis je vais parler un petit peu plus des mesures d'hygiène, hein, que je rappelle, puis qui vont de soi. Hein, parce que je pense qu'avec la pandémie que l'on a tous vécu, on est beaucoup plus sensibilisés en tant que population hein, à l'importance des mesures d'hygiène, hein, de la distanciation sociale, le port du couvre-visage, le lavage des mains, hein, qu'on faisait probablement peut-être moins avant. Puis ça ne s'applique pas seulement à une COVID-19. Hein? Pas probablement, beaucoup moins. Beaucoup moins. Écoute, moi, je me rappelle avant la pandémie, quand il y a quelqu'un dans la famille qui attrapait quelque chose puis qu'on était en contact avec des personnes âgées, je rappelais à tout le monde, on a 3500 personnes par année qui meurent de la grippe et c'est généralement des gens âgés suite à des complications. Absolument, Éric. Puis justement, tu en parlais. On a bien, tu sais, il y a l'ensemble de ces mesures-là, mais la vaccination, tu en parlais aussi. Hein? Donc, oui. Ça fait partie, ça, d'une mesure de prévention. D'ailleurs, en pharmacie, hein, l'ensemble des pharmaciens du Québec vaccinent. Hein? Il y a des programmes de vaccination de santé publique qui offrent de la gratuité de certains vaccins. On parlait des infections respiratoires. On sait qu'il y a le vaccin contre l'influenza qui est disponible chaque année. Une saison de vaccination antigrippale du mois d'octobre au mois de mars. On va vacciner des clientèles cibles, hein, surtout les patients qui sont plus vulnérables ou encore les personnes qui ont des contacts avec ces patients-là. Comme qui? Comme qui? Comme des personnes âgées, hein, souvent âgées de 65 ans et plus, 60 ans et plus. Et là, même que ça a été devancé cette année à des patients encore plus jeunes. On va parler des professionnels de la santé, de patients qui sont immunosupprimés ou qui ont des maladies chroniques, hein, des maladies comme le diabète, un asthme sévère débalancé ou autres maladies chroniques de la sorte. Donc, la vaccination contre l'influenza qui peut être déjà une bonne mesure à prendre quand on est fragile, qui est à refaire chaque année, hein, parce que le vaccin, les souches qui constituent le vaccin varient d'une année à l'autre. Donc, c'est nécessaire de se refaire vacciner d'une année à l'autre. Il y en a d'autres pour la pneumonie? Il y en a d'autres pour la pneumonie, effectivement. Le pneumocoque, hein, qui est le Streptocoque pneumoniae, qui est une bactérie, en fait, responsable de plus de 80 des cas de pneumonie chez nos 65 ans et plus, là, des cas de pneumonie acquise en communautaire. Donc, ces pneumonies-là le pneumocoque peut causer aussi d'autres complications, hein, des otites, des sinusites, des méningites et, dans certains cas, aussi des décès. Donc, chez les personnes de 65 ans et plus, il y a 2 vaccins qui existent. En fait, le premier, c'est le Pneumovax, qui contient c'est un vaccin qui est polysaccharidique, qui contient 23 sérotypes. Donc, on sait qu'il y a en tout 90 sérotypes du pneumocoque, donc 40 sont pathogènes. Alors, le Pneumovax va s'identifier à 23 sérotypes et donc va être offert gratuitement chez nos personnes de 65 ans et plus, et aussi chez des personnes plus jeunes mais qui seraient plus vulnérables, qui présentent par exemple des maladies cardiaques, de l'asthme sévère ou autres conditions. Il y a également un autre vaccin qu'on appelle le Prevnar, hein, qui est un vaccin qui contient des sérotypes complémentaires au Pneumovax qui vont soit être suggérés en co-administration avec le Pneumovax ou encore qui vont remplacer le Pneumovax. Donc, par exemple, le Prevnar 20 qui est sorti tout récemment est un vaccin qui est plus complet, qui va être offert à une clientèle plus précise encore, beaucoup plus vulnérable, mais qui peut être aussi là, disponible. Donc, je pense que ça vaut la peine aussi, comme patient, d'être sensibilisé puis de questionner parfois son pharmacien. Oui, mais là, ceux pour la pneumonie, on le fait une seule fois? Pour la pneumonie, effectivement, le Prevnar, le Pneumovax, c'est des vaccins qui ne nécessitent qu'une seule administration. Tout à fait, contrairement à l'influenza qui doit être répétée chaque année. Ah, OK. Oui, assez pertinent. Donc, en fait, la vaccination permet quand même de prendre, d'agir en tant que mesure de prévention importante. Puis après ça, bien, viennent toutes les autres mesures de mode de vie qui font une bonne différence, d'optimiser le sommeil, la pratique d'activité physique, une alimentation qui est aussi équilibrée, qui est saine, pour avoir toutes les ressources nécessaires quand vient le temps de combattre un virus. Merci beaucoup, Anne-Émilie. Ça a été vraiment un plaisir. Je le rappelle, en fait, le pharmacien, la pharmacienne sont des professionnels de la santé qui sont facilement accessibles. On vient de voir, en fait, qu'il y a une multitude d'aspects autour des infections respiratoires qui peuvent être abordés par votre pharmacien, votre pharmacienne. Donc, ça vaut la peine, justement, d'en profiter, poser des questions, discuter avec eux, autant en termes de prévention que de traitement. Absolument, Éric. Là, on a une belle évolution de cette pratique-là de la pharmacie. Alors, je pense que les gens, il y a encore de plus en plus à en savoir sur le domaine de la pharmacie. N'hésitez pas à consulter votre pharmacien, tout à fait. Merci bien. Restez avec nous. En fait, notre experte invitée pour l'émission d'aujourd'hui est une infirmière praticienne spécialisée en première ligne qui va venir nous parler justement de son expérience de terrain avec les infections respiratoires. Bonjour Dino. Bonjour Éric.
Dino, dans la pratique d'un naturopathe, j'imagine que vous avez plein d'outils pour la question des infections respiratoires. Clairement. C'est sûr qu'en naturopathie, on a tendance à travailler sur les maladies chroniques dans le sens où on va aider les gens en prévention, tout ça. Mais quand il y a une problématique infectieuse, surtout au niveau des infections respiratoires, il y a quand même des indications dans certaines plantes, certains produits de santé naturelle. Il y a comme deux volets là, qu'on peut adresser. Évidemment, il y a la prévention. Mes deux précédents intervenants ont parlé de l'immunité, hein, comment c'est important d'avoir une immunité qui est en santé pour pouvoir justement adresser l'infection, parce que souvent les gens oublient qu'une infection, c'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est transmissible. Ça veut dire que si je suis en présence de quelqu'un qui l'a puis qui éternue dans mon visage, j'ai suffisamment de virus qui rentrent, je vais l'avoir. Que je sois en santé ou pas, je vais l'attraper. Si je suis en santé, je risque que ça fasse moins de tort que si je ne le suis pas. On s'entend là-dessus, mais je vais l'avoir. Donc, à partir du moment où j'ai l'infection, je fais quoi avec? Dans le cas des infections virales, il n'y a pas nécessairement de médicaments dans le sens pour tuer le virus au niveau pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antiviraux très efficaces. Il y en a quelques-uns, mais généralement, il faut les donner très au début, puis il y a des particularités. Les antibiotiques, comme disait Anne-Isabelle, c'est plus pour les infections bactériennes, quand ça se complique. Donc, dans l'infection virale, ce que je veux, c'est d'avoir le système immunitaire le plus en forme. Fait qu'en naturopathie, on est capable de travailler l'immunité. On pense, par exemple, aux champignons médicinaux, hein, qui sont le reishi, le maitake, le shiitake, le chaga, le coriolus, il y en a plusieurs. C'est vraiment les immunobalanceurs. Dans la nature, là, ils ont vraiment des potentiels très intéressants pour l'immunité parce qu'ils contiennent des polysaccharides qui ont une action pour balancer l'immunité. Pas juste pour l'infection, mais même quand l'immunité est pas assez faible, la faire monter ou quand elle est trop fort, la faire descendre. Ça, c'est intéressant parce que le système immunitaire, c'est un équilibre qui est permanent. Ouais. Oui. S'il est débalancé, on va avoir tendance à avoir trop de réactions inflammatoires, pas assez de défense de l'organisme. Donc, ça prend justement un équilibre entre les deux. Donc là, on a ça qui peut aider. Certains de ces champignons-là peuvent même avoir une action contre certains virus. On a vu des résultats de ce côté-là. Le siège de notre immunité dans notre corps, c'est notre microbiote, hein? C'est notre intestin. La majorité des cellules immunitaires sont là et c'est eux qui envoient des signaux ailleurs pour dire, écoute, il se passe quelque chose. Donc, très important d'en prendre soin. Donc, les probiotiques sont intéressants. Puis, il y a certaines souches bactériennes qu'on connaît aujourd'hui qui envoient des signaux plus spécifiques encore contre les infections virales. On a des recherches qui montrent ça. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Là, on est en prévention, puis même un peu en traitement. Puis il y a certaines plantes, je pense à l'échinacée, probablement que la plupart des gens ont entendu parler, connaissent, qui ont des actions et sur l'immunité et qui peuvent avoir des actions antivirales directement. Hein, les virus, là, quand ils s'attachent à nos cellules pour rentrer, ils servent de notre mécanique pour se multiplier. Puis on est capable de les bloquer à différents endroits. Ils sont là, mais on peut bloquer leur multiplication. Puis l'échinacée est intéressante. Puis une des plantes, un fruit, en fait, qu'on sous-estime beaucoup, c'est le sureau. Le sureau qui pousse ici. On sait, un peu partout dans les pays européens, ils utilisent beaucoup le sureau parce qu'il y a dans le sureau certaines molécules, des petites protéines qui vont empêcher les virus de s'attacher puis de faire du dommage. Fait qu'il y a beaucoup d'outils, effectivement. Puis là, si on parle des nutriments, la vitamine C, la vitamine D, on n'en parle jamais assez, mais la vitamine D, c'est une des plus importantes pour soutenir notre immunité. Puis on sait que les gens qui ont un taux de vitamine D plus bas ont tendance à avoir des complications ou des manifestations symptomatiques plus importantes lors d'une infection. Fait que, effectivement, je pense que c'est le bon moment, soit en prévention ou pendant que notre corps est en train de se défendre, d'avoir recours à certains de ces outils-là pour s'assurer qu'on passe à travers le mieux possible. Puis, je veux dire, il y a d'innombrables recherches qui ont sorti dans les 2-3 dernières années à cause du virus de la SARS-CoV-2. Exactement, du SARS-CoV-2, de la COVID-19, parce que là, on dirait qu'on s'est intéressé, il y avait une pandémie, il y avait une urgence, puis on s'est rendu compte que la vitamine C, la vitamine D, certaines plantes pouvaient avoir juste la réglisse, par exemple. Il y a eu plein d'études sur la réglisse, des tisanes de réglisse, là, de la vraie réglisse, pas des bonbons, là, mais qui avaient une action sur le virus SARS-CoV-2. Donc ça, c'est des trucs qui font partie de notre expertise en naturopathie qui peuvent certainement aider les gens. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Dino. En fait, à t'écouter, moi, ça me souligne toujours la chose que c'est facile pour la majorité des gens de comprendre qu'on peut être dans une situation où notre système immunitaire est affaissé. Très peu de gens vont se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser.
en tant que tel. Et là, les naturopathes ont des outils, soit pour aider même dans des cas d'infection, mais pour aider aussi même à optimiser des situations du système immunitaire. Puis à accompagner les autres traitements qui existent, parce qu'on est là pour travailler ensemble pour le bien-être des gens. Bien, merci beaucoup, Dino. Allons maintenant voir qu'est-ce que notre experte invitée de la semaine pense des infections respiratoires, une infirmière praticienne spécialisée dans la première ligne, Mme Isabelle Fortin. Bonjour Isabelle. Bonjour Éric. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es notre première infirmière à la santé autrement. Aujourd'hui, bien sûr, on se parle des infections respiratoires. Comme infirmière praticienne spécialisée en première ligne, tu as vu des gens avec des problèmes d'infection respiratoire? Oui, beaucoup. Surtout c'est ainsi de l'année. Dès que l'automne prend jusqu'au printemps, là, ça fait partie des principales raisons de consultation. Oui. J'imagine que cette année, en même temps, tu as vu d'autres aspects au niveau des infections respiratoires. On parle beaucoup du fait, entre autres, qu'il y a eu moins d'exposition. Il y a des gens qui sont plus malades qu'avant. Oui, ça a l'air? Effectivement. Bien, comme on s'était protégé durant la pandémie avec un masque, on dirait qu'on était moins en contact avec les virus. Puis là, on dirait que cette année, on paye pour, là. Surtout les enfants. Les enfants en garderie ont beaucoup de virus. Ah oui, OK. Oui. Donc, cette année, vous voyez une recrudescence, en fait, des infections respiratoires chez les enfants. Oui. Puis même la grippe. La grippe aussi, il y a eu plus de cas là, cette année. Ah, OK, c'est intéressant. Puis dans ta pratique, de quoi ça a l'air en tant que tel, les infections respiratoires? Comment ça se présente? Comment tu traites ces situations-là avec tes patients? Je dirais que le défi pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut que j'aille consulter. C'est peut-être ça aussi là, que je pourrais parler brièvement, mais ça se présente un peu comme Dr Anne-Isabelle disait tantôt, là, virus, un rhume qu'on peut faire souvent durant l'hiver, IVRS qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, sinusite, tout ce qui est rhume, grippe, bronchite. Puis là, éventuellement, ça peut se compliquer en pneumonie. Rarement des décès, mais comme on disait tantôt, souvent les décès ou les complications, c'est souvent chez les gens qu'on dit vulnérables. Ce qu'on entend par personnes vulnérables, c'est les gens qui ont des maladies chroniques, exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires aussi, comme l'asthme ou MPOC, qu'on appelle les maladies pulmonaires obstructives chroniques. C'est des gens qui sont plus susceptibles d'avoir ça. Il y a aussi les femmes enceintes. Ils sont en forme, mais ils sont un petit peu plus immunosupprimés durant la grossesse. Il faut faire attention. Il y a aussi les gens qui ont une obésité quand même importante, là, qui peuvent être plus à risque. Puis il y a aussi les gens très âgés ou les petits bébés là, qui peuvent être sujets aussi à être plus fragiles aux infections. Les gens qu'on dit immunosupprimés, comme ceux qui ont un cancer, ceux qui ont de l'arthrite, c'est ces gens-là. Fait qu'eux, il faut faire très attention. Et le reste de la population générale, c'est sûr qu'un rhume, habituellement, on s'en débarrasse assez bien. Mais si on veut renforcer notre système immunitaire, là, c'est là qu'il y a des petites choses à faire, entre autres, de faire attention à nos habitudes de vie. Ah, oui, bien sûr. En fait, on en a parlé aujourd'hui des habitudes de vie. Mais c'est quelque chose que tu vas faire aussi dans ta pratique, en fait, en parler aussi avec les patients, les clients? Oui, là, on parle aujourd'hui des infections respiratoires, mais on en parle que ce soit pour les maladies chroniques, là. Si on fait attention à notre santé, on peut sauver, même s'épargner la majorité des maladies chroniques. Il y a Dr Junot qui disait dans son livre, c'est un cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, il disait dans son livre que si on faisait attention à 5 comportements de santé, exemple l'alimentation, l'activité physique, l'alcool, on pouvait vivre 14 ans de plus que si on ne fait pas attention. Fait que c'est quand même très intéressant. Ah oui, effectivement, c'est fort intéressant. C'est important de le rappeler, en fait. Puis comme infirmière praticienne, tu vas en parler avec tes gens. Tu as eu aussi, durant la pandémie, aussi à travailler dans des GMF ou encore même dans des établissements de santé, en fait, avec des gens qui ont pu être touchés par la COVID? Oui. Qu'est-ce que tu as observé en tant que tel? Les gens qui ont été très malades par hasard, est-ce que c'était des gens qui avaient d'autres problèmes concomitants? Oui, la plupart du temps, là, ceux qui ont été très malades, c'était rare. Là, il y en a eu, là, des gens qui ont, comme vous et moi, là, qui ont eu des complications, mais c'était pas la majorité. La majorité des gens, c'était soit âgés ou ceux qui étaient très malades, là. Ceux qui étaient âgés, qui avaient d'autres types de problèmes de santé. Oui. Aujourd'hui, si tu avais des conseils à donner, justement, quand tu en as forcément, régulièrement, des conseils à donner sur la prévention des infections respiratoires, habituellement, rapidement, qu'est-ce que tu nous dis? Je dirais de faire attention à sa santé par les saines habitudes de vie pour renforcer notre système immunitaire. Il y a aussi le sommeil, le stress. Plus qu'on est stressé, moins qu'on dort, plus qu'on a du cortisol, l'hormone qui est sécrétée lorsqu'on a un trop long stress.
puis qui nous rend immunosupprimés. Fait que très important de s'équilibrer, manger sainement, opter pour des saines habitudes de vie. Puis lorsqu'on a un rhume, soigner, faire la toilette nasale, ça a l'air drôle à dire, mais c'est très important. Les gens viennent des fois pour avoir un antibiotique. Il est trop tôt là, dans l'évolution du virus. Fait que prendre soin de sa santé, c'est prendre soin aussi de ses sinus, se moucher, aller dehors, faire aérer la maison, avoir une température pas trop sec. Des conseils de base qu'il faut revenir à la base. Des fois, on l'oublie rapidement. Ah, c'est fort intéressant. Dr. Diane nous en a parlé tout à l'heure, justement. Il faut porter attention à comment la situation évolue. Mais on n'avait pas parlé encore, justement, du sinus rince, en fait, ou de ces éléments-là pour rincer, donc, les voies nasales. C'est fort intéressant. Mais merci beaucoup, en fait, Isabelle, d'avoir été des nôtres. Ça a été vraiment un grand plaisir. Donc, allons maintenant à la conclusion avec nos 3 experts permanents de l'émission pour parler des infections respiratoires. Donc, en conclusion, avec nos experts permanents, on parle bien sûr des infections respiratoires. On a parlé d'optimisation de la santé, d'optimisation du terrain, j'aime bien utiliser le terme, qui appartient beaucoup à la naturopathie en tant que telle. Mais avant tout, quand on l'attrape, il faut attendre, il faut être patient, il faut voir comment ça évolue. Exactement. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire une fois qu'on a un virus, autre que de se reposer, de prendre le temps de laisser, en fait, notre système immunitaire vaquer à son occupation principale, soit le fait d'attaquer le virus et de l'éliminer complètement pour revenir à un état normal. Donc, les infections bactériennes qui se présentent en première intention comme ça, c'est extrêmement rare. Donc, de là, l'importance de travailler le terrain de façon optimale pour permettre une première très bonne et efficace réaction de notre système immunitaire. Les habitudes de vie, encore là, sont primordiales. On ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, Anne-Isabelle, parmi l'arsenal thérapeutique qu'on a disponible en vente libre, les sirops antitussifs, les décongestionnants, les vasoconstricteurs, les analgésiques combinés, souvent les gens vont rechercher une méthode tout en un pour régler d'un coup sec leurs symptômes. Il n'y a pas de baguette magique, évidemment. Je pense aussi que ces médicaments-là peuvent être efficaces. On s'entend que c'est des médicaments qui sont symptomatiques et qui ne guériront pas l'épisode, mais dans des circonstances particulières. Si on a une toux qui nous empêche de dormir depuis 4-5 nuits, on n'est pas capable de récupérer à cause du manque de sommeil, là, l'antitussif peut être utilisé avant de se coucher à bon escient, mais éviter de se surmédicamenter dans la journée et se rendre finalement zombie à vouloir absolument une option thérapeutique. Il y a une raison à tous ces symptômes-là. C'est physiologique la plupart du temps. C'est une manifestation de défense. Comme la fièvre, on a besoin d'en faire. Ça fait partie du processus d'élimination. Si on l'éteint, la fièvre ou même la toux, bien, souvent, on va retarder. Puis l'autre chose qui arrive souvent quand on prend des produits qui améliorent nos symptômes, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire la maladie puis de laisser à notre système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va tout de suite aller vaquer à nos occupations. On va souvent se rendre même au travail. Puis là, on risque de contaminer d'autres gens. Tu sais, il faut prendre le temps, je pense, à la maison. On aère, on se met dans des bonnes circonstances, puis on peut arriver, je pense, à passer à travers, surtout si on a un bon fond, qu'on a un système immunitaire qui est efficace. Des bonnes réserves. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup, en fait, de nous avoir éclairé sur les infections respiratoires. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on les attrape, autant la prévention que l'optimisation de la santé. Merci d'avoir été des nôtres à l'émission La santé autrement, émission qui met en valeur les principes de la santé intégrative. Je vous invite à partager les émissions avec vos amis, les gens que vous connaissez. Je vous invite aussi à être des nôtres la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, durant laquelle nous allons vous parler de la migraine. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.